Parmi les sculptures de Michel-Ange conservées hors d'Italie, les deux esclaves du Louvre sont certainement les plus importantes. Contrairement à une légende trop répandue, ce ne sont pas des prises de guerre de Napoléon. Leur arrivée en France est beaucoup plus ancienne. C'est en effet en 1547 que Roberto Strozzi, un ami de Michel-Ange, les offrit au roi François Ier. Par la suite, les esclaves eurent d'illustres possesseurs, le connétable de Montmorency, le cardinal de Richelieu, au milieu du XVIIIe siècle, le maréchal de Richelieu. Sous la Révolution, ils furent saisis comme bien d'émigrés et entrèrent au Louvre en 1794. À l'origine, Michel-Ange avait conçu et exécuté ces deux figures pour le tombeau du pape Jules II, dont, avec d'autres figures analogues, elle devait orner l'étage inférieur. On sait que ce tombeau, véritable tragédie dans la vie de Michel-Ange, occupa 40 ans de sa vie. Il dut, à 5 reprises au moins, modifier son projet avant de réaliser en 1545 le monument que l'on peut voir aujourd'hui à Rome dans l'église Saint-Pierre-Esclien. Monument très différent par sa forme et sa signification du grandiose mausolée prévu en 1505 du vivant du pape. C'est pour le second projet, celui de 1513, que furent conçues et réalisées les statues du Louvre. Elles sont donc contemporaines du célèbre Moïse et elles n'étaient que les premiers éléments d'une série de 8 esclaves jamais achevés. Dès 1532, Michel-Ange renonçait à les utiliser et ébauchait une seconde série de 4 esclaves, aujourd'hui à l'Académie de Florence. Quelle est la signification de ces figures que la tradition désigne sous le nom de captifs ou d'esclaves? Déjà, du vivant de Michel-Ange, les interprétations étaient contradictoires. Giorgio Vasari, le grand biographe des artistes de la Renaissance, y voyait les personnifications des provinces soumises par Jules II, pontife guerrier et conquérant. Ascanio Condivi affirmait au contraire tenir de Michel-Ange lui-même qu'il s'agissait d'allégories des arts libéraux, réduits en esclavage par la mort du pape, leur protecteur. Mais au-delà d'un symbolisme qui paraît nous échapper, ces deux statues semblent incarner des notions à la fois opposées et complémentaires. Celui qu'on appelle l'esclave rebelle est tout en tension et en violence, mais, comme on l'a souvent souligné, ces liens sont si faibles que la contrainte qu'il subit est bien plus spirituelle ou morale que physique. Le nom d'esclave mourant, donné, tardivement d'ailleurs, à l'autre figure, est probablement impropre. Plus que l'agonie, c'est l'engourdissement du sommeil que paraît exprimer cette figure calme, aux formes apaisées et aux yeux clos. Faut-il y voir l'image, toute platonicienne, de l'âme humaine incapable de se libérer de la pesanteur du corps? L'espoir qui semble illuminer le visage de l'esclave rebelle, comme le singe qui joue aux côtés de son compagnon, ne débande pas cette interprétation. Une dernière question se pose. Pourquoi, comme tant d'autres sculptures de Michel-Ange, les esclaves du Louvre sont-ils inachevés? Les avatars du tombeau de Jules II, aussi bien que les circonstances de la vie de l'artiste, pourraient suffire à expliquer ce non finito. Mais il y a sans doute aussi des raisons techniques. Une fissure due à un défaut du marbre barre le visage et les épaules de l'esclave rebelle. Et la matière aurait sans doute manqué pour donner au pied droit de l'esclave mourant un volume normal. Peut-être est-ce pour cela que Michel-Ange a renoncé à dégager entièrement ses figures du bloc de marbre et à leur donner la perfection et le poli qui caractérisent la Pietà du Vatican et le Moïse. Tels quels, il les a pourtant jugés dignes d'être offerts à l'un de ses amis. Et pour le visiteur contemporain, cet inachèvement est un attrait de plus. La trace des outils, la forme encore visible du bloc, la puissance des parties restées à l'état d'ébauche lui laissent entrevoir, sous les formes naissantes, l'action toujours présente du génie créateur.